Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu ce matin pour cette conférence de presse qui est donc portée à l'initiative de la Coopération des luttes locales centres. Coopération des luttes locales centres qui est en fait un réseau que Catherine et moi-même François on anime depuis quelques années avec d'autres qui essayent de fédérer les luttes locales contre des projets d'aménagement dans la région centre. On est né en fait en fin 2021, début 2022, à un moment où il y a eu en fait des rencontres qui sont faites entre luttes locales. Alors en l'occurrence Catherine et moi, on était engagés contre le projet qu'on appelle la déviation de Jargeau, mais nous on estimait que c'était un contournement de l'est d'Orléans. Et en fait on a perdu cette lutte. Le pont va être inauguré là le 10 mai prochain entre Mardié et Darvois dans le Val. Et donc cette route, elle devait relier justement, en fait, en gros, c'est un reste du projet de grand contournement d'Orléans, qui était un des rêves de Monsieur Éric Doliget, ancien président du conseil départemental du Loiret. Et donc, on voulait en fait, et ce projet avait pour projet justement de relier la Beauce à la Sologne, en passant par le Val, en faisant deux ponts, un du côté de Jargeau et un du côté de Main-sur-Loire. Un seul se sera fait au final. Et en fait, dans notre enquête, on s'est rendu compte qu'en fait, ce projet d'aménagement, il était aussi le dessein d'un certain Lucien Deray, grand logisticien de la région, qui, allié avec Éric Doliget, ont pensé ensemble l'avenir de notre région pour en faire une grande zone logistique, puisque la région centre est un carrefour autoroutier. En fait, nous, on a voulu se fédérer parce qu'au moment où on a senti qu'on perdait, on a vu que d'un coup, de ce projet routier, naissaient plein de projets de plateformes logistiques. C'était un moment où il y avait beaucoup de plateformes logistiques qui sont nées à ce moment-là. Et donc, des contacts ont été faits d'abord avec des gens qui luttent contre un projet de plateforme logistique à Vierzon et d'autres gens qui luttent contre un projet de plateforme logistique à Mer. Donc, on voit bien Orléans, Vierzon, Mer. On encercle la Sologne, c'est assez clair. Et donc en fait on a décidé de se réunir pour, je vais faire un jeu de mots, essayer de changer, et c'est aussi l'objet de ce rendez-vous ce matin, changer la règle du jeu. La règle du jeu, je fais référence évidemment à un film que j'espère la plupart d'entre vous ici connaissent, film d'un des plus grands cinéastes français, Jean Renoir, qui est sorti à l'été 1939. Pas par hasard non plus que je fais cette référence-là, devant cet endroit-là. Film qui décrit justement l'enfermement des riches et l'aveuglement des riches au moment où l'Europe se prépare à la guerre et prépare sa guerre en fait. Ce film sort et décrit dans un château en Sologne cet entre-soi mortifère que nous dénonçons et que nous avons envie de transformer avec le geste que nous vous proposons aujourd'hui, qui a pour objet, donc, et ça va être mes camarades qui vont vous en parler un peu plus, de passer du contre, parce que là on s'est retrouvé en étant contre, en s'opposant à des projets d'aménagement, et l'idée maintenant c'est de passer à quelque chose qui va essayer de construire un pour, ce qui n'est pas forcément simple, mais c'est la meilleure des réponses à notre avis qu'on doit faire. Et donc, dernier mot pour cette introduction, pourquoi ce lieu? Pourquoi ici? Eh bien, pas du tout parce qu'on est devant le domaine de Chalès, mais parce qu'en fait, cette route-là, entre Nouhans-le-Fuselier et Saint-Viâtre, se trouve être au centre de la Sologne. Sologne qui se trouve elle-même être au centre de la région centre qui se trouve être au centre de notre beau pays, la France. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi en fait cet endroit-là, et évidemment symboliquement le projet qui se prépare ici d'une école qui a pour objectif de fabriquer des cadres pour l'extrême droite est évidemment un endroit où symboliquement nous voulons montrer que nous aussi, les habitantes et les habitants qui sommes vraiment reliés à ce territoire, voulons fabriquer et construire des choses ensemble qui n'ont rien à voir avec l'entre-soi qu'il y a ici. Voilà. Je laisse la parole à Catherine qui va vous donner plus d'éléments sur cet appel que nous lançons aujourd'hui pour fabriquer. Vas-y. Alors pourquoi cet appel maintenant? Parce qu'en fait, il est temps pour nous d'articuler, de proposer en fait une articulation entre le pour
et passer du contre jusqu'au pour. Cette articulation, elle sera portée par celles et ceux qui luttent contre tous ces grands projets mortifères, tous ces méga projets de plateformes logistiques, touristiques comme le golfe des Bordes, etc., etc. En fait, pour nous, il est temps de s'engager pour la Sologne que nous voulons. La politique ne se limite pas en fait aux élections ni aux luttes. Et donc pour nous, il nous semble nécessaire et urgent pour faire face à l'enfermement des riches contre les pauvres, de passer à quelque chose qui sera plutôt positif. Et pour vous donner plusieurs exemples d'options, en fait, ce qu'on propose, c'est de faire du lien, c'est de fédérer l'existant, parce qu'en fait, nous sommes un peu tous isolés les uns des autres, et en fait, il faut juste réussir à faire ces liens, à fédérer l'existant, à sortir des silos qui nous enferment, à fabriquer des outils d'entraide et de solidarité, à relayer les informations, à libérer la parole et toutes les formes d'expression, à montrer la diversité des formes d'habitat, des humains, du vivant, des sols, des rivières, des forêts, et à toutes celles et à ceux sans exclusive qui ne se reconnaissent pas dans le monde mortifère, à tous les silencieux et les silencieuses qui ne disent rien, n'approuvent pas mais n'en pensent pas moins, à tous les pas trop militants mais qui veulent tout de même faire quelque chose sans savoir trop comment s'y prendre, à tous les Solognos et toutes les Solognotes qui se pensent ainsi depuis toujours héritiers d'une terre et d'une culture, comme aux néo-venus, par exemple, se mettre au vert, aux touristes et aux promeneurs et promeneuses frustrés par ce que la Sologne devient, à toutes celles et à tous ceux qui travaillent encore sur ce territoire, qui maintiennent en vie les villages souvent éloignés les uns des autres, entre autres aux paysans et paysannes trop peu nombreux, aux forestiers, aux aides domiciles, aux agents de services publics en voie d'extinction, et qui sont bien placés pour proposer, à celles et ceux qui en savent souvent beaucoup plus que nous, aux personnalités d'ici dont la parole est forte et reconnue, aux associations phares de Sologne qui s'attachent à connaître et à faire vivre la nature et la culture, aux artistes, aux journalistes, aux créateurs de toutes sortes. Vous pourrez contribuer par vos articles, vos livres, vos films, au recul nécessaire qui fait germer une alternative possible au modèle qui nous est imposé. Aux forces politiques et syndicales qui se sentent en accord avec cet appel, aujourd'hui, le 24 avril 2025, nous lançons un appel à contribution pour répondre à la question « Quelle Sologne voulons-nous ? Quelle Sologne ferons-nous ?» en vue de l'écriture d'un manifeste pour la Sologne. Et toutes les formes d'expression sont les bienvenues. Je passe la parole maintenant à Yvon. Comme ça a été dit 2 fois, on est beaucoup en région centre et en Sologne à s'être engagé dans des luttes qui, au moment où un projet inutile et néfaste apparaît, ces luttes apparaissent urgentes, nécessaires, et on est en opposition. Si bien qu'on nous a toujours, que beaucoup s'acharnent à nous taxer d'être contre tout. On est juste contre ce qui détruit et ruine la Sologne, c'est-à-dire contre les projets mortifères pour notre territoire. Mais on a bien conscience que si on veut fédérer, c'est jamais le contre qui fédère. Enfin, c'est pas beaucoup, ça suffit pas. Et que, puis en plus, les contres sont isolés parce que les luttes se succèdent et sont dispersées. Et l'idée d'un manifeste pour la Sologne, c'est l'idée d'un manifeste fédérateur. Alors aujourd'hui, on n'est pas au moment du manifeste, on est au moment de l'appel pour le manifeste. Le nous qui lance l'appel, on a conscience que c'est le nous de ceux qui luttent en région centre et ici en Sologne. Ce nous, il est forcément restreint, même s'il y a eu beaucoup de luttes, parce que quand vous faites le tour des luttes, au nord de la Sologne, Mer, Châteauneuf, Beaugency, on descend au cœur de la Sologne, il y a eu des luttes à la Motte, il y en a à Romorantin, à Salbris, et au sud de la Sologne, quand on va vers le Cher, Vierzon.
Donc ces luttes sont nombreuses et sont dispersées, mais ce qui peut les fédérer et les articuler, c'est de passer du contre au pour la Sologne. Donc le nous de départ, c'est nous. Le nous d'arrivée, on souhaite qu'il soit infini, nombreux. C'est pour ça que Catherine, elle vous a lu la liste des gens qu'on appelle. Cette liste, elle est sans exclusive. On va dire qu'évidemment, on n'en appelle pas à ceux qui nous imposent le projet dont on ne veut pas. Mais c'est les seuls auxquels on n'appelle pas. Tous les autres, on les appelle. Alors, on dit parfois que le Sologno est taiseux. Alors, si le Sologno est taiseux, c'est parce que depuis 2 siècles, il vit dans la dépendance et dans la soumission à la classe bourgeoise ultra-riche. Cette classe, à la fin du 19e siècle, elle était quand même différente de celle de maintenant, c'est-à-dire elle laissait, comme reprendre un certain vocabulaire national, elle laissait ruisseler quelques miettes. Aujourd'hui, pour ceux qui allaient travailler dans les domaines par exemple, aujourd'hui le ruissellement de ces miettes c'est fini. C'est-à-dire la classe des ultra-riches c'est plus la même. Elle reprend la tradition de la classe des ultra-riches précédente, il y a une histoire, mais à l'intérieur de cette histoire il y a une rupture. Cette classe des ultra-riches elle est mondialisée. Elle n'arrive plus en train en Sologne, elle arrive en jet, en hélicoptère. Elle est mondialisée, internationale. C'est elle qui va jouer au golf des Bordes avec un projet où il y aurait des milliers d'euros d'entrée annuelle, peut-être 100 000, pourquoi pas. C'est elle qui construit les plateformes logistiques. La plateforme logistique de Romorantin, d'où on vient, nous, Romo Citoyenne, on est quelques-uns ici, c'est une plateforme Catella. Catella, c'est un investisseur européen. Voilà, donc cette classe, elle est mondialisée, c'est elle qui chasse dans des domaines de milliers d'hectares derrière des murs, c'est elle qui fait du tourisme de luxe, c'est elle qui a les méga plateformes et c'est elle qui investit ici aussi. Donc en fait, si on est ici, en plus du fait que ça soit le cœur de la Sologne, c'est pour montrer la cohérence de cette classe sociale et la cohérence de ses projets pour la Sologne. Pourquoi elle choisit la Sologne ? En fait, nous, pourquoi on dit aussi qu'on veut faire un manifeste pour la Sologne? D'une certaine manière, c'est la classe des ultra-riches qui nous oblige, parce qu'elle rêve de la Sologne. La Sologne, ça fait rêver. 70% de forêt, zone Natura 2000 et tout ça, quoi. Donc, elle a mis son dévolu sur la Sologne, en considérant qu'il n'y a pas de population locale ou qu'il y a des autochtones. Et les autochtones, ça a toujours été fait dans l'histoire pour être colonisés. Donc en fait, ils sont en train d'accaparer et de nous coloniser. Ils le font dans le domaine financier et économique, avec les méga plateformes, dans le domaine d'un certain tourisme, avec notamment le golf, et pour couronner le tout, en fait, ils pratiquent une sorte de séparatisme. Le séparatisme, on le met sur le dos des classes populaires qui, dans les banlieues, vous savez le truc. En fait, le véritable séparatisme qui gangrène la France, c'est le séparatisme d'une classe économique et politique, les deux sont liés, l'État étant le relais des intérêts de cette classe, et ils rêvent de ce terrain, d'en faire un tremplin pour leur séparatisme généralisé, économique, financier, touristique, et là, scolaire, idéologique, parce que la cohérence de ça, c'est qu'une fois qu'ils ont pris le pouvoir économique et politique, il faut assurer la maîtrise de l'appareil d'État. Et pour assurer l'occupation de l'appareil d'État, il faut forger des dizaines de milliers de personnes, ou 15 000 comme dit ce terrain, au moins. Ici, ça serait la première école tremplin de toutes les autres. Il faut former la classe qui va pouvoir gouverner à la droite de l'extrême droite actuelle. C'est-à-dire cette classe raciste, blanche, européanisée, exclusive. Voilà. Donc c'est une cohérence d'être ici. Ils veulent former l'homme nouveau. L'homme nouveau, ça veut dire l'homme facho. Et nous, on est ici pour s'opposer à ça. Mais je passe tout de suite pour dire, et face à ça, nous, qu'est-ce qu'on veut? On pense que la meilleure manière de leur répondre, c'est pas seulement d'être contre, mais dire en alternative à ce qu'ils nous proposent, que voulons-nous? C'est le sens du processus qu'on engage. Le que voulons-nous, il ne faut pas l'entendre comme que souhaitons-nous, parce que souhaitons-nous, c'est mou. C'est que voulons-nous, ça veut dire une fois qu'on aura voulu tous ensemble, c'est que serons-nous, que ferons-nous pour réaliser ce que nous voulons. Et même si par hasard les politiques ne nous entendaient pas au terme du processus,
Parce que quand on arrivera à la rédaction du manifeste en janvier prochain, on sera à 2 mois des municipales, comme la Nouvelle République l'a mis dans sa colonne. On sera à 2 mois des municipales, mais le calendrier électoral, on a vocation à le dépasser. Tant mieux si les hommes politiques et les femmes politiques nous entendent. Tant pis s'ils ne nous entendent pas, parce que ce que nous projetterons ensemble, nous le ferons. Donc c'est ça le sens volontariste du choix. Je décris maintenant vite fait le processus. Le processus, c'est que à partir de maintenant, tous ceux qui entendent cet appel, grâce aux médias et grâce à la force que nous mettrons dans notre message, peuvent contribuer. Ils envoient une contribution. Aujourd'hui, c'est l'appel à contribution. Il y a jusqu'à fin septembre pour répondre à l'appel à contribution. Les luttes locales centres en octobre prochain s'occuperont de lire et de faire une synthèse provisoire. Tout est provisoire, tout se construit ensemble. En novembre, il y aura un forum des contributeurs qui échangeront et qui se rencontreront. Ça, c'est notre projet. À partir de ce forum et des contributions, nous rédigerons un projet de manifeste que nous renverrons à tout le monde. Et l'idée, c'est que en janvier 2026, dans un événement festif à créer, dont les contours ne sont pas précisés pour l'instant, eh bien, nous lancerons le manifeste lui-même. Et à la fin, le nous de départ restreint. Notre but, c'est qu'il devienne un nous sans exclusive. Sologno contre cette Sologne que certains veulent nous imposer. Je finis, donc il y a une adresse qui a été créée sur l'adresse mail, c'est manifeste pour la Sologne tout attaché @riseup.net, riseup.net. Mais vous l'avez normalement dans le communiqué. Je conclus mon intervention en disant que il y en a qui pensent que la Sologne, elle subit des déterminismes et qu'elle a un destin. Un destin dont devraient se contenter les populations. Ce destin, il serait lié à la nature du terrain lui-même, sablonneux, argileux, qui ferait qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, d'agriculture en Sologne. Ce destin, c'est aussi ceux qui pensent qu'en Sologne, puisqu'il y a tellement de bois et tellement d'étangs, c'est pas la peine d'y faire d'industrie et d'artisanat. Ce destin, pour certains, c'est de penser que des usines d'armement, ça suffira bien comme usine. C'est-à-dire au côté mortifère de leur séparatisme et de leur repli sur eux-mêmes, ils veulent ajouter le côté mortifère de produire des armes pour toutes les guerres du monde. Il n'y a pas de destin. Donc que voulons-nous? Il y a un côté volontariste que nous assumons. En Sologne, avec toutes les initiatives qui existent déjà, François l'a dit, fédérer l'existence, c'est l'un des buts du manifeste, avec toutes les initiatives, avec tous ceux qui attendent de parler mais qui n'ont jamais pu le faire. Il y a l'idée de contredire ce destin que certains veulent nous imposer. Ils ne veulent pas nous l'imposer par hasard, parce que c'est un destin contre nous. Donc en fait, à l'inverse de ce qui se passe ici, notre projet, il n'est pas exclusif, il n'est pas pour certains contre tous. Notre projet, il est inclusif, et ce qu'on veut, c'est la Sologne de tous. Oh. Moi c'est donc Emmanuel Mercier, je suis avec Aline Fanon, donc on est les deux co-secrétaires de l'FSU, il y a Camille Dumas aussi pour la CGT. Dès qu'on a eu vent de ce projet, alors dans la presse, parce que en fait c'est des gens qui savent se cacher aussi pour mettre devant le fait accompli, en fait on l'a su parce qu'ils ont fait la pub pour leur porte ouverte, tout simplement. Et donc on a tout de suite essayé de mobiliser. Il y a eu un communiqué commun qui a rassemblé largement organisations syndicales, associations, partis politiques, pour marquer une opposition à ce projet. Pourquoi ? Parce que ils vont la rappeler. D'abord, c'est du séparatisme social. C'est une école pour la grande bourgeoisie. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si leurs réunions d'information, ils les tiennent à Versailles, à Paris ou dans les grandes villes où il y a leur clientèle en fait. Et puis c'est surtout un projet porté par le Fonds du bien commun et dans le cadre du projet Périclès de Pierre-Édouard Sterrin. Et on est clairement sur un projet d'endoctrinement de la jeunesse, d'endoctrinement des élèves qui seront ici. Il y a la négation totale de la liberté de conscience dans le projet éducatif porté par j'ai perdu la charte de l'éducation intégrale, voilà, j'avais perdu le nom. Donc il y a un réel danger pour la jeunesse, et donc au nom de tout ça, au nom de ces principes, en fait, on a demandé à ce que le recteur, le préfet,
voire le procureur de la République, parce que ce sont les 3 personnes qui peuvent s'opposer à l'ouverture de cette école, donc s'opposent à l'ouverture de cette école. Et pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui il faut qu'on se mobilise pour que le préfet s'oppose à, pour que le recteur s'oppose à, pour que le procureur s'oppose à? C'est parce qu'il y a eu une alliance à un moment donné parmi les parlementaires qui ont libéralisé la possibilité d'ouvrir des écoles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir n'importe quoi par simple déclaration. Alors que encore avant 2014, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 10 ans en fait. Eh bien, il y avait toute une procédure. Les représentants du personnel que nous sommes, on siégeait dans des instances, on pouvait s'opposer à l'ouverture de telles écoles. Et au nom de la simplification, parce que c'est une loi qui est en train de passer également de simplification de la vie économique, donc au nom de la simplification, encore une fois, eh bien, on supprime des instances, on supprime des compétences à des instances. Et donc, on aboutit au fait qu'aujourd'hui, un milliardaire d'extrême droite, qui est fugueur fiscal, parce que je récuse le terme d'exilé fiscal. Il n'a pas été condamné pour partir. Il a choisi de partir, et il le dit dans le Figaro encore de la semaine dernière. Il part parce qu'il refuse de payer l'impôt en France, qui servent à l'intérêt général, mais parce qu'il veut financer les projets qu'il décide. Donc, par cette déclaration, finalement, il se met en dehors de la citoyenneté. Et donc, c'est un fugueur fiscal et qui s'ingère finalement dans les affaires intérieures. Et Yvon l'a dit, son objectif, c'est de former tout un certain nombre de cadres de l'extrême droite, avec pour objectif de prendre le pouvoir et de mettre en place un projet de société réactionnaire, raciste, xénophobe, parce que c'est pas la même chose, anti-avortement, et basé sur les valeurs intégristes de la religion catholique. Donc voilà, voilà. Donc ce qui a été fait pour l'instant, pour répondre à la question, parce que j'avais perdu le fil en même temps. Oui, donc le recteur, alors ils ont déposé leur dossier il y a quelques temps, il y a 3 semaines environ. Les administrations ont 3 mois pour s'opposer, donc nous on a 3 mois, donc il nous reste 2 mois et 1 semaine pour mobiliser et pour obtenir une opposition d'ouverture de la part du rectorat à cette école, ce qui sera un début de commencement ensuite pour le reste et pour ce qu'a dit Yvon, parce que dans le même temps, faut quand même pas oublier, mais Aline le dira mieux que moi, l'école publique, la situation de l'école publique en Sologne est quand même fragile. Il y a des fermetures de classes tous les ans dans l'école publique. Il y a des écoles alors la Motte Beuvron je crois, mais qui sont en cours de fusion. Donc tout ça, c'est quand même le signal que le service public d'éducation recule. Et dans le même temps, eh bien, on a ce stéréotype, cette caricature du séparatisme social qui est en train de s'ouvrir. J'ajoute un mot à ce qu'a dit Emmanuel. En fait, ce qu'il vient de dire, c'est que, on pourrait presque employer ce mot qui fait parfois polémique. Le projet des ultra-riches pour la Sologne, c'est carrément un projet d'apartheid. C'est-à-dire, ils veulent 2 modes de développement. Pendant qu'eux travaillent à ce genre de projet scolaire, au genre de projet économique, au genre de projet touristique qu'ils ont, ils laissent la Sologne se désertifier. Donc, il y a le problème des services publics à travers la question de l'éducation. L'autre fois, pendant qu'on apprenait par la presse Chalès, on était en train de manifester à Romorantin devant le collège Maurice-Genevoix, parce qu'à Maurice-Genevoix, comme au lycée Côte-de-France, comme à Vinci, comme à l'école Émile Martin, il y a pendant des mois des professeurs non remplacés. Donc pendant qu'ici, les jeunes de la bourgeoisie paieront 14 000 € de droits d'entrée, eh bien, en Sologne, il y a des écoles qui ferment, et dans les collèges, lycées, on peut laisser un prof de français non remplacé pendant 6 mois. Donc en Sologne, il y a un processus de désertification générale. C'est la désertification industrielle. Il y a beaucoup d'usines qui ont fermé. C'est la désertification agricole. Il y a des villages du cœur de Sologne où il n'y a plus un seul agriculteur. C'est la désertification bien connue, dont on parle le plus médicale, mais elle est que le symbole de toutes les autres. Donc en fait, pendant qu'il laisse le Sologno ne manger que les petites miettes qu'on veut bien lui laisser, et cette classe en laisse de moins en moins, parce que quand elle arrive dans son domaine de chasse, elle arrive maintenant avec ses traiteurs pour la bouffe, etc. Elle embauche de moins en moins local. Donc ce côté miettes qu'on vous laisse est utile pour l'économie. On est utile pour l'économie, ça ruisselle, même ça, c'est plus un argument. Voilà. Donc d'un côté, ils nous laissent crever, c'est la désertification. De l'autre, ils se gavent. Donc eux, ils sont peu nombreux. Nous, on est la grande masse.
D'où ce que je disais au début, nous c'est la Sologne de tous. C'est la Sologne du service public d'éducation pour tous avec les moyens de fonctionner. C'est pas la Sologne des grillages, c'est pas la Sologne des barbelés, c'est pas la Sologne des miradors, c'est pas la Sologne des 4x4 qui font des raids la nuit pour dézinguer le gibier et pour privatiser les chemins de force. Voilà. Alors, bon, moi je viens du Cher, bon, je suis militant à l'après, et nous on a été confrontés à ce problème des écoles privées hors contrat dans un tout autre contexte. Il y a la carte scolaire et il y a dans 2 villages, il y a des classes uniques, donc mais des écoles, bon, qui étaient frappées de menaces de fermeture. Et le député de la circonscription, Loïc Kervran, député Horizon, est venu dans une de ces écoles avec une journaliste. Et la journaliste a vanté les mérites des écoles Excellence Ruralité. Alors, Excellence Ruralité, c'est une fondation qui essaye d'installer dans les zones rurales des écoles privées hors contrat. Et c'est des petits villages, hein. Et donc ils ont proposé aux gens, ils ont dit, vous savez, ça vous coûtera pas trop cher, selon votre quotient familial, entre 10 et 60 euros. Or, réfléchissons. Il faut payer un enseignant, il faut payer les locaux, il faut payer le chauffage, il faut payer les fournitures, etc., puisque c'est hors contrat. Et on demande que ça aux parents. Qui finance? Et donc, c'est là qu'on a commencé à enquêter, et on a vu qu'Excellence Ruralité, derrière, il y a la Fondation pour l'école. Et derrière la Fondation pour l'école, il y avait Bolloré, il y avait Stérin, il y avait etc., etc. Donc en fin de compte, on achète les gens. On leur dit, ça vous coûtera pas trop cher. Et comme les gens sont en désarroi parce que l'école ferme, bon, il y a une série de fermetures comme partout dans les zones rurales, eh ben, on ouvre cette perspective aux parents qui sont dans le désarroi. Bon, ils ont du mal. Alors, l'intérêt, c'est qu'on a pris contact. Plusieurs écoles ont pris contact. On a même pris contact au-delà. Et par exemple, au Saône-et-Loire, dans le Morvan, à Étang-sur-Arroux, il y a un cours Vauban, un collège Vauban qui devait s'ouvrir, où là, il y a une grosse mobilisation, 150 personnes, etc. Et on contacte avec eux. Donc je pense que cette coordination au-delà, bon, c'est hors Sologne, mais quand même, il faut travailler. Enfin, dans le domaine de l'école, je pense que c'est hyper important et qu'il faut serrer les coudes. Ouais, absolument, hein. Et d'ailleurs on ne l'a pas précisé, hein, mais évidemment là on lance cette dynamique en Sologne, nous parce qu'en fait il y a le lien aussi avec les luttes solognotes, et c'est pas de la gnognotte, les luttes solognotes. Mais en fait, nous, on est à l'échelle de la région Centre, donc évidemment, on en parle aussi avec les camarades qui luttent par exemple en Beauce contre le projet de la 154 qui va privatiser la nationale entre Rouen et Orléans et en faire une autoroute alors que c'en est déjà une mais gratuite. Donc on va pousser les gens à dire faites pareil en Beauce, faites pareil dans le Bois-Chaud, faites pareil dans le Berry, etc., faites pareil en Touraine. Et au-delà de la région Centre, évidemment, nous on est dans cette dynamique-là, comme il y en a ailleurs en France, dans le Limousin, dans les Pyrénées, dans les Alpes, il y a des dynamiques similaires de réflexion à penser des organisations collectives, des formes d'organisation collective qui fabriquent à faire des liens et dont l'objet principal est de faire des liens, parce qu'on l'a bien compris, le projet de l'extrême droite, c'est d'empêcher que les liens se fassent. Voilà. Ouais, c'est pour compléter ce que disait le copain là du Cher sur leur site, ils affichent 25 élèves boursiers parmi les 60 inscrits là, les 60 inscrits qu'ils ont eu. Cette école n'est pas habilitée à recevoir des élèves boursiers des bourses nationales parce que d'une part elle n'est pas ouverte et d'autre part elle n'est pas habilitée. Donc ça veut dire que ces bourses là, c'est pas des bourses nationales, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre les finance effectivement. Et donc la question c'est qui les finance. Ça on ne sait pas.
Mais la piste que tu creuses là, pour cette école en particulier en tout cas, elle est tout à fait crédible. C'est-à-dire que derrière, il y a le fond du bien commun, il y a Pierre-Édouard Stérin et donc son projet Périclès. J'ajoute un mot par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui vient d'être dit, c'est que comme les militants d'attaque l'ont souvent dit, il faut penser global. Évidemment que ce qui nous arrive ici arrive ailleurs. Mais on propose quand même d'agir local et en pensant global. On ne fait pas du régionalisme à 2 balles et 3. Évidemment que si on agit localement, c'est parce qu'on a une pensée globale, sans ça on n'agirait même pas localement. Donc, mais pourquoi on le fait quand même ici? C'est parce que pour une partie des gens, ils veulent agir à leur échelle. Et à une échelle qui a une unité de territoire et à une échelle humaine, parce qu'il y a quand même une identité de territoire. Alors cette identité de territoire, malheureusement, elle a été choisie par les riches, en partie. L'identité de la Sologne, c'est pas seulement son terroir, la chasse, les braconniers et tout ça. Comme on l'a montré depuis le début, ils choisissent pour nous une identité. Donc on veut retourner le stigmate de l'identité. Et on veut en construire une autre, mais ouverte. Parce que si on veut construire une école de la République pour tous en Sologne et militer pour ça, ça vaut pour la France entière et même pour le monde. Hein. On est universaliste, mais l'action locale, c'est une action à une échelle que tous ensemble on peut maîtriser. Ça n'empêche pas de voter pour qui on veut au niveau national pour qu'il y ait de bonnes lois. Hein. Voilà, il y a les deux. Est-ce que ce manifeste il pourrait nourrir des programmes pour des candidats potentiellement à des mairies ou alors à des élections politiques qui pourraient arriver plus tard? Oui, en gros, ça sera. En gros, il va sortir en janvier, 3 mois avant les élections. Donc, si des listes qui se présentent en Sologne veulent s'en saisir, veulent s'appuyer dessus, ils pourront. Mais nous, c'est pas notre ça sera leur liberté. Voilà. C'est pas notre objectif, c'est juste quelque chose ça pourrait être un outil. Pour faire des liens, encore une fois. Pour faire des liens aussi. Mais s'ils le font, tant mieux. On va pas leur reprocher de le faire. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait l'ambiguïté. S'ils le font, tant mieux. S'ils ne le font pas, on fera sans. Mais on peut penser que si on atteint une certaine force, avec beaucoup de contributeurs, et des contributeurs, si certaines personnalités ou associations bien connues en Sologne se mouillent et pensent que vraiment on est des gens rassembleurs, si on arrive à ça, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on lance un processus qui existe dans d'autres régions, hein, qui a existé dans la montagne Limousine, par exemple, avec les syndicats de la montagne. Il y en a d'autres, dans d'autres territoires plus favorables qu'ici, où ils ont une tradition historique qui les porte. Nous, on a des adversaires voilà, qui ne nous portent pas. Bon, c'est quand même une spécificité de la région. Hein. Voilà, on a des adversaires dur à cuire qui ne nous portent pas. Mais si on parvient à rassembler, et puis on peut penser que certains élus se sentiront du même coup légèrement contraints de tenir compte de ce qu'on va faire. Et s'ils le font, tant mieux. Mais s'ils ne le font pas, tant pis. C'est-à-dire, le calendrier électoral, c'est un calendrier restreint qu'on ne maîtrise pas. Et puis d'autre part, on peut penser que des élus au niveau de l'État ou de la région tiendront compte ils tiennent toujours plus ou moins compte de ce que les citoyens font. Exemple, s'il y a la loi zéro artificialisation nette, c'est parce qu'il y a eu plein de militants de la terre partout en France, à travers toutes sortes d'associations. Les soulèvements de la terre, par exemple, qu'adore Darmanin. Voilà. Donc, si on arrive à une loi comme zéro artificialisation, c'est parce qu'il y a des militants partout. Mais on voit la limite des lois. Par exemple, la loi zéro artificialisation, elle vient d'être remise en cause par l'Assemblée et l'objectif de diviser le nombre d'hectares artificialisés à l'échelle 2031 vient d'être viré par nos élus parce qu'il y a une pression en face. Donc de toute façon, on agit pour que les élus à tous les niveaux en tiennent compte. Mais on sait bien que les lois sont fragiles, que l'écoute des élus c'est fragile. Et donc on veut constituer une force qui va au-delà des calendriers électoraux locaux et nationaux. Justement, vous lancez un processus aujourd'hui, vous allez avoir une grosse étape en novembre avec le forum des contributeurs. C'est là un peu où vous verrez combien de personnes vous allez agglomérer à ce projet. D'ici là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des réunions publiques, vous allez aller dans les marchés, dans les villes. Comment vous prévoyez d'agglomérer justement un maximum de personnes? Déjà, d'ici là, il y a 30 personnes ici, 30 personnes qui ont eu sans doute tous connaissance de notre appel à contribution. L'appel, il s'adresse aussi aux 30 qui sont là.
vous envoyez à tous vos réseaux. Déjà, vous-même, vous pouvez contribuer, parce que vous êtes d'un parcours différent. Il n'y a pas que des gens qui se ressemblent, qui ont la même sensibilité politique ici. Vous-même, vous pouvez contribuer. Si à partir de 30, vous relayez aux associations dont vous êtes membre, parce que vous êtes quand même nombreux à être militants de plein de choses dans vos vies, si vous relayez tout ça, demain, notre appel à contribution, il est arrivé dans chez des centaines de personnes en Sologne. Ensuite, tout est à construire. Donc comment on va s'y prendre? Déjà, on a beaucoup travaillé pour savoir comment on va s'y prendre pour aujourd'hui. Donc on va travailler ensuite pour comment on va s'y prendre pour demain. Et vous pouvez avoir confiance dans notre capacité à inventer toutes sortes de trucs. Et on va trouver les moyens. Mais pour l'instant, ils ne sont pas entièrement définis. On va saisir de toutes les occasions en rapport avec la Sologne. Je ne sais pas, imaginons par exemple que le CCAS, qui n'est pas le Centre communal d'action sociale, mais qui est le groupement des propriétaires de Sologne, ça s'appelle comme ça aussi, et qui a une grande réunion annuelle tous les ans, souvent à la mode Beuvron, et parfois avec des centaines de propriétaires. Il y a des endroits peut-être qu'il faudra qu'on repère et qu'on aille pour dire « Et nous, on a quelque chose à vous dire sur la terre en Sologne » et on lance notre appel. Donc en fait, on va regarder le calendrier qui nous intéresse, on va lire la Nouvelle République tous les jours, et écouter les médias, on va voir ce que vous annoncez, et on ira là où notre message pourra être porté et où il pourra être entendu. Puis après, on va faire comme on a fait pour vous les médias, on a fait des listes, on a invité 30 médias, on vous remercie d'être 4, on est content. C'est quand même déjà bien. Et puis il y en a d'autres qui nous ont contactés au téléphone, ils vont sortir des articles comme Blast ou d'autres, on est quand même content du succès, mais on va faire pareil, là on va refaire des listes. On va dire à quelles assos on l'envoie, est-ce qu'on l'envoie parti politique, et tout ça, on va refaire tout ça dans les prochains jours, et on va essayer de faire très très large, parce qu'on ne s'est pas fatigué autant pour arriver aujourd'hui, pour pas continuer à se fatiguer demain, quoi. Et moi j'ai un slogan à faire répéter, vous avez envie? Ouais, vas-y. Allez, ça fait 1000 sources, 1000 étangs et tous leurs affluents, nous sommes la Sologne qui se défend. 1000 sources, 1000 étangs et tous leurs affluents, nous sommes la Sologne qui se défend. Merci.